Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leurs réussites, parfois leurs revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Je vis actuellement au Japon et pendant mon expatriation, j'interrogerai régulièrement des professionnels sur leurs rencontres et relations avec la photographie japonaise. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Donc pour ce premier épisode spécial Japon, je suis très contente d'être en compagnie de Simon Baker. Simon Baker est le directeur de la Maison européenne de la photographie depuis 2018 et avant d'arriver dans cette institution parisienne, vous étiez à Londres à la tête du département photographie et art international. Et vous êtes aussi un spécialiste de la photographie japonaise et vous êtes l'auteur d'un livre monographique de Daido Moriyama qui a été réalisé en 2012 à l'occasion d'une exposition à la Tate Moderne. Bonjour Simon. Bonjour. Pour commencer notre entretien, pourriez-vous revenir sur votre parcours et sur votre formation jusqu'à votre arrivée à la MEP ? Bien sûr. Moi, j'ai fait le travail de muséal, c'est mon deuxième parcours professionnel. J'ai commencé en universitaire. J'étais associate professor dans l'histoire de l'art avant. Et comme c'était nécessaire, j'ai fait degree, master's, PhD en histoire de l'art. Je n'étais pas spécialiste de la photographie, j'étais spécialiste du surréalisme et des magazines et les publications qui a fait les surréalistes à l'époque. Puis après, j'ai fait deux postdoctoral fellowships, un à Londres et un deuxième à Princeton aux États-Unis. Et à Princeton, j'ai pris une bourse, un fellowship qui était lié à la photographie. J'ai commencé vraiment de faire les recherches sur l'histoire de la photographie, sur la photographie lui-même. C'était le Gould Fellowship qui a fait effectivement aussi Quentin Bajac et Clément Chéru. J'étais avec mes amis que j'ai rencontrés plus tard. Et là, depuis ce moment-là, j'étais très intéressé pour la photographie et Princeton, ils ont eu le premier dans le monde, premier professeur dans l'histoire de la photographie, c'était Peter Burnell, qui était encore là, emeritus professor quand j'étais là. Et après la fin de cette année de recherche, quand j'ai fait les candidatures pour les postes universitaires, j'ai mis en avance l'enseignement dans l'histoire de l'art avec un accent sur la photographie. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. J'étais associate professor à l'University of Nottingham. Et puis après ça, la Tate me fait appel de candidater pour être le premier responsable de la photographie pour les musées Tate. Et j'étais choisi et j'ai commencé à travailler dans un musée. Et du coup, votre arrivée à Paris, à la MEP, est-ce que vous aviez déjà des liens à ce moment-là avec la MEP, avec la France? Voilà, comment s'est passé le passage entre les deux structures? Ouais, avec la France, oui, parce que j'ai fait mon doctorat sur le surréalisme. J'étais à Paris souvent. J'ai fait beaucoup de mes recherches ici. J'ai fait après aussi une exposition, des premières expositions que j'ai fait avec Don Hades, c'est un peu mon mentor professionnel. On a fait une exposition sur le magazine Document, qui était géré par Georges Bataille dans les années 20-30, pendant 2 ans. Et j'ai fait une exposition sur ce sujet qui était, avec toutes les recherches étaient à Paris, à la Hayward Gallery en 2006. Étant professeur, étant universitaire, mais j'ai fait ça à côté. Et oui, j'avais un fort spécialisme dans la photographie
des années 30, le côté surréalisme de ce contexte. Mais la MEP, après, j'ai passé 8 ans à la tête. Et quand j'ai décidé de partir, de changer un peu d'un rôle senior dans une grande institution pour être directeur d'une institution plus petite. Ouais, toutes les institutions, la plupart sont plus petites que la tête, mais la MEP, c'est une structure qui était très, très intéressante pour moi parce que à côté de tout ce qu'on voit à la MEP, les expositions, il y a une collection. Et quand j'y travaille pendant 8 ans dans un musée avec une collection, j'ai pas envie finalement d'être dans une Kunsthalle, que les programmations, mais aussi de travailler avec une collection. Pourriez-vous expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas la maison européenne de la photographie, expliquer en quoi ce lieu est spécifique par rapport aux autres lieux dédiés à la photographie, s'il y a quelques éléments pour l'identifier dans le paysage photographique ou le paysage des musées en tout cas. C'est la collection qui est peut-être une des meilleures collections dès les années 50 en France. Bien sûr, nos voisins, Centre Pompidou, ils ont une collection magnifique avant les guerres, avant la Deuxième Guerre. Mais la MEP, la collection, c'est 25 000 tirages et une bibliothèque incroyable. Et avec un focus fort depuis les années 50. C'est vraiment une référence, un lieu de référence. Et pour moi, c'était tout l'intérêt. C'était et aussi, je peux dire aussi que finalement, la MEP, c'est aussi important parce que c'était la première institution dédiée à la photographie en soi. Les autres, nos équivalents à Paris, le BAL, Fondation Cartier-Bresson, ils ont arrivé après. Le MEP, c'était... et le jeu de paume, ça a vraiment évolué depuis que la MEP a été créée. La MEP a été créée, là, on voit, comme vous avez parlé d'un écosystème, on voit un écosystème très riche à Paris, avec plusieurs institutions dédiées à la photographie. Mais à l'époque que la MEP a été créée, c'était pas du tout le cas. La MEP était une sorte de pionnier de cet spécialisme en photographie. Et est-ce qu'il y a un ADN MEP? Est-ce que vous avez une spécialité? Est-ce que ou alors est-ce que c'est sur tous les mouvements, sur toutes les périodes? La MEP, ça a beaucoup changé. Depuis que j'y arrivé, on a notre ADN, c'est pas le même qu'avant. C'est vrai qu'on continue de travailler sur les années plutôt récentes avec les artistes, normalement les artistes vivants, mais avec la mission de montrer les choses qui étaient normalement jamais montrées avant à Paris, et aussi de fermer les photographes des contextes et les identités différents, des pays différents, des gens différents, des approches différentes. Et là, pour aujourd'hui, la MEP, c'est une sorte de une sorte de foyer, un lieu d'accueil pour la plus grande diversité possible, même dans le sens que la photographie, essentiellement, c'est un terme et c'est une définition qui est moins en moins important pour les practitioners, pour les artistes. À l'époque que la MEP a été créée, le fait de faire preuve de qualité et l'importance de la photographie était un besoin, c'était nécessaire. Là, aujourd'hui, c'est accepté partout que la photographie, c'est un art parmi les autres. Mais les artistes, aujourd'hui, ils sont moins susceptibles à se définir par le médium que par leur pratique ou leur intérêt, leur préoccupation. Comme ça, on a une autre mission, c'est de montrer comment la photographie reste au cœur des métiers, même si finalement
les artistes, ils utilisent leur objectif, leur appareil, parmi autres manières d'exprimer leur idée. C'est vrai que à la MEP, il y a plusieurs expositions qui sont en même moment et que souvent on voit effectivement qu'il y a une attention sur le médium photographique, mais que il y a aussi de la vidéo. Enfin, il y a en tout cas la volonté de montrer une diversité dans la pratique photographique. Et bien sûr, on a un lieu qui s'appelle le studio, qui est dédié à l'émergence, le Early Career Artists, dans lequel on se trouve souvent face aux interventions assez radicales, assez différentes, mais toujours avec un vrai lien, un vrai focus sur la photographie. En ce moment, on a une installation d'un artiste britannique, Anthony Cairns, qui a fait les vidéos avec les vieux appareils, les old video cameras, Pixel 2000, c'est un truc qui a utilisé les enfants à l'époque. Il a fait aussi, à partir de ces films, les tirages qu'il a fait lui-même à la main dans la chambre noire, qui a coloré à la main lui-même. Comme ça, on voit qu'il a un fort intérêt pour l'histoire et le patrimoine de la photographie classique, mais il a passé par les étapes de vidéo et de editing il a fait aussi un film en 35 mm qui passe c'est plutôt cinématographique. Oui, alors c'est tous ces complexités qui sont aujourd'hui pertinents et intéressants. On peut pas insister aujourd'hui, même si les gens comme Tony, il fait des super tirages à la main, que c'est la seule manière d'évaluer une pratique. Et une question qui, je pense, pas mal de personnes peuvent se demander de façon très opérationnelle, en quoi consiste le métier de directeur d'une institution comme celui de la MEP? Comment vous organisez un petit peu vos journées, vos mois? Est-ce que c'est combien occupe la partie recherche, combien occupe la partie administration ou petit peu pour donner une vision assez globale. Le rôle de directeur, c'est essentiellement un rôle on utilise beaucoup en France la direction, mais pour moi, c'est plutôt la coordination. J'ai les collègues qui sont responsables de leur service, de leur pôle. Il a bien sûr un administrateur général qui est très 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 fort, qui prend beaucoup des décisions dans la côté administration et gérance de la musée. On a un directeur technique qui est responsable pour tout ce qui est technique, physique, les mises en place des technologies, les œuvres et les installations et tout ça. On a bien sûr une équipe collection. Ça englobe les tirages, la bibliothèque, les vidéos, les œuvres, films et vidéos. Et oui, le service communication, il a tous les services comme tous les autres musées. Et moi, je suis là, je suis à l'écoute. Il y a des décisions à prendre. À la quotidienne, je travaille je suis très proche avec le service de la programmation, qui c'est les commissaires de l'exposition et le head of program, le responsable de la programmation, Clotilde Morette, qui assure tout ce qui est toutes les expositions, les accrochages, les itinérances, les actions culturelles. En fait, c'est énormément des aspects différents. J'ai confié aussi à Clotilde la programmation du studio. Comme elle est beaucoup plus jeune que moi, elle est beaucoup plus en lien avec l'émergence et les jeunes artistes et la scène émergente. Et moi, en termes de programmation, je fais la plupart des choix pour les grandes expositions, les galeries supérieures, comme il y a une question de billetterie. Et il faut absolument que les choix nous amènent un public pour financer nos activités. Et là aussi, mais je suis très très fier de mon équipe. Je travaille avec eux. Ils sont très 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 forts.
depuis que j'ai arrivé, j'ai presque jamais fait le commissariat d'une exposition. J'ai les collègues qui sont vraiment... l'exposition en ce moment, c'est Boris Mikhailov, c'était fait par Laurie Hurwitz, qui a travaillé direct avec Boris Evita. Et moi, je suis juste là à la fin de valider un peu ou de dire « oui, c'est bon », mais finalement, je pense que important pour moi, j'assure les relations avec le conseil d'administration, avec la ville, tout ce qui est outward facing, avec nos mécènes, avec on a les super mécènes comme Fondation Neuflis ou Christian Dior Parfum qui nous amènent de soutien sur la programmation. Et ça, c'est un peu mon métier aussi. Et finalement, je suis fan de la mise en réalité des projets. Si j'ai une idée pour une exposition, j'adore de discuter ça avec mes collègues et de faire le mieux pour les artistes. En fait, le rôle des institutions, c'est pas d'avoir un sort d'ego ou une sorte d'identité trop fort, c'est la réalisation des projets des artistes. Our job is it's not to be important for our own sake. En fait, on a aucune valeur sans les artistes, sans les collections, sans et surtout de faire les choses correctement parce que les publics, je dis les publics parce qu'on a plusieurs publics différents, les publics peuvent accéder et accepter et profiter des œuvres des artistes. J'ai une question qui a un lien avec ma situation actuelle. Moi, je suis arrivée au Japon il y a 3 semaines je vais y rester 1 an, je pense. Et je voulais qu'on parle un petit peu de la photographie japonaise, de votre relation avec la photographie japonaise, d'où vous est venu cet intérêt, qu'est-ce qui vous plaît, voilà, c'est un petit peu, ça va un petit peu vos liens avec la photographie japonaise. Ok, oui, en fait, ça a commencé quand j'étais à la Tate. Quand j'ai arrivé à la Tate, quand j'ai dit déjà, j'étais spécialiste des années 20, des années 30. Effectivement, les photos de ces années-là, ils restent hors marché pour la Tate. Et aussi, les grandes collections, comme j'ai dit, le Pompidou par exemple, ou MoMA, ils ont déjà les immenses collections de Man Ray, de Brassai, de Stieglitz, des choses comme ça. J'ai décidé, avec ma directrice à la Tate, de faire un focus, de faire les acquisitions, de faire les stratégies différemment en lien avec les collections préexistantes à la Tate, dans laquelle surtout d'avoir les bonnes affaires, de ne pas surpayer pour les choses. Et après une petite recherche, on a une sorte de découverte qu'il y a énormément de grands photographes japonais qui étaient encore vivants, qui ont les très bonne volonté de mettre à disposition des musées les ensembles des œuvres très intéressants. Et aussi, à côté, j'ai fait la connaissance de Martin Parr, photographe britannique, et on a commencé un projet d'acquisition de son bibliothèque, qui est une des plus magnifiques collections de livres photos qui existent. Et pendant ces recherches, pendant ces discussions, Martine, elle m'a montré les livres photos japonais, qui sont parmi les meilleurs objets photos jamais faits. Et il me conseille d'aller au Japon, de rencontrer les photographes et de commencer à parler. Et en fait, c'était un peu la première exposition que j'ai fait moi-même à la Tate, c'était William Klein d'Ado Moriyama. Et c'est Martin qui m'expliquait que il n'a pas proposé l'exposition, mais il m'a expliqué que William Klein était très, très, très important pour les photographes japonais. Et après, suite à ça, j'ai regardé son livre sur New York, et j'ai regardé un peu les livres de Moriyama, et j'ai dit, OK, ça peut être super de montrer les deux
les artistes ensemble. Tu es allé au Japon, j'ai croisé Moriyama et Moriyama me dit tout de suite je ne peux pas accepter avant que William accepte parce qu'il est plus vieux que moi. C'était assez classique, Moriyama, toujours très correct et très politesse incroyable. Là, il a dit oui, ça lui intéresse beaucoup si William il est d'accord. Et ça a commencé ma passion pour le Japon et pour les photographies japonaises. Et surtout, le Japon, il y a aussi quelque chose, mais c'est très personnel à moi. Quand j'ai fait mes études sur le surréalisme dans les années 20, effectivement, j'ai constaté quelque chose équivalent au Japon dans les années 60, les années 70. C'était un saut de pluridisciplinarité, un intérêt pour les magazines. Quand on voit les livres et les magazines japonais, tu as souvent les collaborations entre les poètes et les photographes, ou les musiciens, ou les theater directors. Moriyama, par exemple, son premier livre, il a Shuji Teruyama qui a fait le texte. Et moi, j'ai vu ça comme Man Ray et Paul Loire, ou c'est ça de Paul Maron et Brassard. J'ai constaté une sorte de ouverture de photographie vers la littérature, le monde des idées, qui m'a beaucoup plairait. Et après, mais vous avez dit je suis expert. Je suis pas du tout expert. Je ne peux pas lire le japonais. Je suis vraiment j'ai une sorte de point de vue très très externe. Et je pense que la seule qualité que j'amène à la photographie japonaise, c'est une naïveté et une sort of ignorance. J'ai mon point de vue qui est étranger. Je suis pas. Vous avez au Japon des professeurs qui s'étuent. Moi, j'ai une vision très superficielle, mais bizarrement, apparemment, ça plaît les photographes japonais qui aiment d'avoir un regard différent sur leur travail. Moriyama, il a fait énormément confiance à moi, même que j'ai jamais fait les recherches au Japon. À cette époque, je parle pas japonais, j'ai aucune relation avec son travail. J'étais vraiment complètement néophyte, quoi. Mais il a fait confiance à moi, et après j'ai essayé beaucoup de faire la connaissance des photographes japonais. J'ai croisé Hosoe, Kawada. Comment vous avez fait? C'était des rencontres spontanées ou? Non, effectivement, j'ai un réseau au Japon parmi les galeries, mais aussi les maisons d'édition. J'étais très proche avec. J'ai passé souvent par les galeries Takeishi, qui est une super galerie à Tokyo. Takeishi et Elisa Uematsu, ils m'aidaient énormément au début. Après, j'ai croisé les autres, les maisons d'édition comme Kambayashi, et Akio Nagasawa, qui a plus tard monté son propre galerie. Il a une galerie et une maison d'édition, et Akio et moi, nous sommes très très proches. Et Akio, il a accepté de m'amener visiter Hosoe, ou de faire la connaissance des photographes. Et Akio, il est aussi dans la fondation Moriyama. Il gère avec Moriyama ses archives et tout ça. Et Akio, c'est un expert sans pareil sur le travail de Moriyama. Et plus tard, j'ai croisé, pas par hasard, mais par l'intention, le Tomo Kosuga, qui est le directeur de la fondation Fukaze. Et j'ai commencé à travailler sur Fukaze avec Tomo. Oui, mais et aussi j'ai beaucoup travaillé avec et écrit sur la jeune génération, et plutôt les femmes photographes, la génération suivante, comme Tokyo Romando, Hideki Tonomura, toute cette génération qui est arrivée plus tard.
Est-ce que vous auriez des conseils pour des personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur la photographie japonaise? Parce que là, vous nous avez parlé d'éditeurs. Est-ce que ce serait le conseil, ce serait d'essayer d'aller voir le plus de livres possible, parce que c'est pas si facile d'être informé. Le Japon est quand même à l'autre bout du monde. Est-ce que vous auriez des conseils? Depuis, moi, j'ai commencé mes pauvres essais à la recherche. Il y a plus en plus de livres. Il y a des super livres sur les photobooks japonais en anglais et en français. Il y a le History of the Photobook de Martin Parr qui est aussi disponible en français. Et vous avez effectivement les facsimile, les versions, les rééditions qui réimprimaient les classiques comme ça. C'était avant, c'était impossible de voir les livres photos qui coûtent une fortune, 25 000 euros pour un seul livre. Ou en France, c'était possible toujours parce qu'à la MEP, on a une super collection de livres photos, mais ça reste pas accessible à tout le monde. Mais aujourd'hui, les livres, ils sont beaucoup plus faciles à trouver, plus disponibles. Et les textes, ils commencent à être traduits. Pour notre exposition Moriyama Tomatsu ici à la MEP, on a fait des traductions des textes inédits en français et en anglais du japonais. Et petit à petit, c'est encore une fois, pour moi, c'est un vrai écho de ma carrière précédente, parce que c'était la même chose avec les philosophes et les grandes figures surréalistes. À l'époque, Georges Bataille n'était pas disponible en anglais, et petit à petit, ses écrits étaient traduits. Ça fait une ouverture vers le monde anglophone. Et je pense que la photographie japonaise, ça a profité récemment de le même effet, que comme les choses sont traduites, le plus ils sont traduits, le plus ils sont accessibles. Et le mémoire d'un chien de Moriyama, c'était traduit en français. C'était publié par Del Pireco. Et là, ça s'est devenu accessible. Avant, c'était vraiment dur parce que vous avez que la version japonaise ou une traduction anglaise qui était épuisée depuis des années. Et là, ça change. Et c'est une très bonne chose. Et je suis très reconnaissante aux éditeurs comme Del Pireco et les autres éditeurs qui fait les traductions, parce que c'est toujours cher, c'est compliqué. Il fait les traductions, il fait les livres à un prix raisonnable pour les gens, parce qu'il peut les consulter. Merci beaucoup pour cette parenthèse sur le Japon et la photographie japonaise. J'ai une question qui est très très large. Donc du coup, l'idée c'est que vous la preniez dans le sens que vous voulez, parce que on pourrait y passer des semaines sur ce sujet-là. C'est quelles sont les évolutions que vous avez pu voir depuis une dizaine d'années dans le milieu de la photographie, et ce que vous pouvez apercevoir pour les prochaines années? C'est un sujet très très vaste, donc l'idée c'est d'avoir vraiment, avec votre point de vue de directeur d'une institution, des intuitions sur ce que vous avez pu voir et sur les évolutions que vous pouvez apercevoir. Je pense que dans un sens, j'ai déjà répondu à ça au début, parce que effectivement, pour moi, même si je suis directeur d'une institution photo, l'évolution que je vois dans les pratiques des jeunes artistes, c'est de moins en moins, on ne peut pas dire obsédé, moins en moins pris par l'idée de photographie comme un médium. Et là, c'est lié à la technique. Imagine qu'à l'époque, vous avez envie de faire un documentaire, de faire un projet documentaire. Je n'ai pas décidé encore si on a fait les photos ou un film. Là, c'était nécessaire de faire une formation différente, d'avoir des matériaux différents et de travailler complètement différemment. Là, aujourd'hui, vous avez le même objet, le même appareil qui fait à la fois vidéo et still. Et en fait, vous êtes formé une fois
avec cette magnifique, I don't know what the one everyone uses, like a Canon, something or other, I don't know. En fait, vous avez plusieurs qui sont hyper forts. Même nos téléphones sont pas mal, mais ça c'est pour les amateurs. Mais là, ça a changé entièrement. On peut pas dire que c'était la même chose à l'époque. Et avec le numérique, ça change entièrement le côté le métier du darkroom, qui est encore important, mais c'est différent. On peut dire que les gens qui sont très accrochés aux chambres noires aujourd'hui, ils sont beaucoup moins photographes et beaucoup plus artistes plasticiens, parce qu'ils adorent les effets chimiques et les effets de manual production. Et vous avez la plupart des photographes qui utilisent les labos commerciaux, beaucoup plus qu'avant. Ça a switché dans un sens. Mais pour moi, c'est pas mauvais, c'est ni bon ni mauvais. J'ai aucun problème. J'adore les photographes qui prennent leurs photos. S'ils prennent la photo en numérique, ils impriment un picto. Je peux pas dire que c'est mauvais ou bon, c'est juste leur pratique, ça marche comme ça. Et les autres qui sont beaucoup plus en analogue, qui fait comme Anthony Cairns, un vieux appareil qui est vraiment démodé, complètement out of date. Mais pour lui, ça fait partie de son esthétique. Ça m'intéresse énormément. Et les gens qui font les photogrammes ou les cyanotypes, on va faire une exposition ici avec Thomas Marlander, et lui, il fait énormément des images hyper radicales, hyper bizarres de 20e siècle, mais il fait les cyanotypes avec. Ça, c'est aucun problème, mais en fait, c'est super que les vieux pratiques, les anciennes techniques photos ça avance, se reste intéressant pour les artistes. Oui, ces questions techniques, ils sont moins en moins uniformes. Ils sont plus en plus diverses, finalement, à mon avis. Et là, pour l'année prochaine, on fait une exposition de Maya Rocha, qui est un photographe plasticien suisse. Elle est très, très attachée à la côté des images photographiques, mais finalement, ces images ressemblent les peintures. Elle retravaille, elle fait les projections, elle fait les films. C'est quelqu'un qui fait les magnifiques livres photos. On peut dire she makes the most beautiful photo books, mais c'est difficile à résoudre les images avec l'idée d'un photographe dans un sens classique. Et pour moi, c'est ça le challenge pour la MEP, c'est dans ce contexte, quand les médiums sont moins, les artistes se définissent moins par médium, comment on peut être pertinent, comment on peut montrer l'importance de la photographie dans ce contexte. Parce qu'il y a toujours un thing called photography, ça existe. Mais c'est juste que c'est pas la même chose qu'avant. Oui, suivre l'évolution des pratiques dans la programmation, en tout cas, se rapprocher de ce qui se fait. Ce qui concerne l'avenir, moi, franchement, j'ai aucune idée. J'étais très marqué par quelque chose qu'ils ont fait à la tête depuis longtemps. À la tête, ils ont dit qu'il y a un sort de effet de push-pull, une sorte de dialectique action-réaction entre le présent et le passé. Et je pense que ce qui se passe dans la photographie, c'est la même chose qui se passe dans l'histoire de l'art contemporain, c'est que le présent, les pratiques des artistes contemporains présents, c'est réécrire l'histoire de l'art en arrière. Et je pense que pour comprendre mieux la suite, il faut être toujours à l'écoute, il faut être toujours ouvert aux choses qui correspondent pas à nos préjudices ou on ne peut pas dire ah non et finalement ça ressemble pas à un photographe pour moi, je laisse à côté. Il faut juste poser les questions
et surtout priorise les pratiques des artistes. Parce que on est là pour eux, on n'est pas là pour écrire et de faire une sorte de graver dans le marbre une histoire d'un médium, c'est pas du tout intéressant. Ça, c'est le rôle des historiens de faire en arrière, mais pour les institutions, ils sont les lieux vivants. Et récemment, je pense que le plus intéressant, les choses les plus intéressantes dans la recherche, c'est la diversification des priorités et des lieux de recherche vers, par exemple, les questions de genre, les questions de sexualité, les questions on sait en anglais, like race and like self-definition and identity, like le Black Lives Matter movement, ça a beaucoup changé, la manière dans laquelle les institutions réagissent à leurs propres fonds et leurs propres collections. Et je pense que ces questions, ils sont primordiales pour nous, d'être sûr qu'on est représentatif et on est vraiment dans une sorte de, on peut dire, radical diversity, qu'on accepte, on fait nos recherches dans les endroits qui sont peut-être difficiles, moins accessibles. C'est un peu comme First Generation Feminists, ils ont fait leur recherche sur les peintres, les femmes peintres qui étaient oubliées entièrement par l'histoire de l'art. Et c'était une mission radicale de restitution des histoires oubliées, ou, how do you say, overlooked. Et là, je pense que ça c'est primordial en ce moment, qu'on fait les liens avec les associations, les gens qui font ces recherches et ces progrès, comme Awar en France, où on travaille aussi avec le magazine Gaze, qui est une sorte de jeune revue féministe et très ouverte dans la question de LGBTQ+. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire, à mettre un peu de rebalance l'histoire de la photographie, qui était essentiellement très, très masculin dans l'histoire. Mais ça, ce qui est très, très intéressant, je raconte une chose un peu personnelle, mais hier, à l'époque, j'étais coloc avec un ami qui travaille dans un labo à Londres, chambre noire, color darkroom, et j'étais invité à leur Christmas drinks depuis 30 ans. Il y a 30 ans, les Christmas drinks de cette labo, c'était que des hommes. Et les Christmas drinks aujourd'hui sont que des femmes. C'est-à-dire que la pratique à la quotidien de la photographie, ça a changé énormément. Et si on regarde la proportion des hommes-femmes dans les écoles d'art et les écoles de photographie, ça passe vers, cependant, le pays. Normalement, c'est entre 60 et 80% des femmes. C'est-à-dire que, comme les questions, c'était les évolutions dans les prochaines années, les évolutions sont surtout que la photographie devenir une activité féminin et pas masculin. I don't know if that's a good French, but I would say like it's not going to be men's work in the future. Et en fait, moi je serais entièrement obsolète parce que même dans mon équipe, moi je suis le vieux mec, je suis le vieux monsieur. Tous mes chargés d'exposition sont les femmes aussi. C'est-à-dire que les directeurs des institutions à l'avenir vont être les femmes. Les photographes vont être les femmes. On est sur une sorte de piste. Et ça, c'est pas un point de vue personnel, c'est juste objectively, statistically, it's changing. Pour rattraper un petit peu le retard aussi, peut-être. Oui. Moi, j'ai constaté que dans le studio qui est pour l'émergence, on a exposé dans les, I think it's 3 years, we showed, je pense que c'est 90% de femmes sur les jeunes artistes, sur la génération émergente. Parce que c'est normal, ça c'est normal. C'est normal que si les écoles sont plus ou moins, les étudiants sont, it's all women, then of course, then the artists we show, the young artists, they'll all be women too. It's not a problem. On fait pas 50-50, on représente ça, on dit non, c'est la réalité, ça va être la suite. Et moi, je suis très, très content que
ça avance comme ça, que les directrices des institutions seraient the photography institutions, they will be run by women and they will be exposing more women. And après, on peut rééquilibrer l'histoire on fait un peu de recherche. Là, par exemple, l'année prochaine, on va exposer Jay DeFeo, c'est un artiste incroyable des années 70-80 qui a fait qui est très peu connu. Il est toujours ce genre de rebalancing, mais surtout, c'est la pratique contemporaine qui va changer la suite. It's not going to be like it was before. On peut pas dire ça. C'est juste statistically impossible, which is great. Moi, je me réjouis de ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes oubliées dans l'histoire de l'art ou dans l'histoire de la photographie. Donc peut-être que là, le fait qu'il y ait des femmes qui accèdent à des postes d'historiennes ou de directrices d'institutions, ou en tout cas, il y aura peut-être une mise en valeur. Oui, et notre programmation culturelle, on a souvent les tables rondes with no guys, avec aucun intervenant masculin. Mais à l'époque, c'était très rare d'avoir un intervenant. Women on the, everybody of my age remembers going to talks and it was all a bunch of guys with beards like me, like a bad example. Et moi, je me mets pas en avance. Je pense que j'ai déjà eu mon génération, c'était quelque chose. J'étais formé par les féministes, mais finalement, le féminisme, c'était le first wave feminism, c'était vraiment les pionniers dans l'histoire de l'art. Mais aujourd'hui, les pionniers sont les practice, c'est les artistes et les théoriciens, les chargés d'exposition qui sont. They're not going to put up with this. Not going to go backwards. On ne va jamais revenir en arrière. Retourner en arrière. Non, mais c'est très positif. En tout cas, c'est. Ah oui, non, mais bien sûr, je suis hyper optimiste. It's very, very optimistic, mais it's not. But I don't think it's not an opinion. It's just happening. Il faut juste faire. How do you say? Il faut juste être fidèle à ses actualités. Exactement, et faire attention aussi, parce que je pense qu'il y a quand même un double mouvement. Il y a aussi peut-être des personnes qui c'est peut-être pas dans leur intérêt à ce que, enfin, effectivement, il y a des femmes qui prennent plus la parole, qui ont plus accès à des postes, mais je pense qu'il y a aussi et en face parfois c'est très différent dans chaque contexte. England, je pense que le monde anglophone et aux États-Unis, le côté affirmative action and positive discrimination, c'était jamais vraiment un problème. En France, c'est encore pas le cas. Exactement. Il y a il y a encore un peu de travail, mais on est dans la bonne direction. C'est bon d'être un étranger. Tu peux faire le naïf. Tu peux faire you can be the silly person who doesn't understand. Et la dernière question, c'est est-ce que vous auriez des conseils pour des photographes qui souhaitent se lancer dans ce milieu? Question que vous pouvez prendre sur l'aspect pratique, sur l'aspect théorique, enfin voilà. Well, non, sincèrement, j'ai aucune expertise pratique. Je suis entièrement nul en photographie. Je sais pas comment le faire. Même avec mon iPhone, je suis toujours un peu nul. Je pense qu'il y a les super écoles. Par contre, quand on voit les étudiants, je suis partie de la jury de Prix Dior, qui fait appel aux professeurs dans les grandes écoles dans le monde un peu mondial de proposer leurs meilleurs élèves pour un prix, inclut les écoles en Chine, au Japon, Mexique, États-Unis, France, Angleterre, Allemagne, et en fait les écoles ils sont incroyables. On pense à la qualité des étudiants qui sortent je nomme 2 ou 3, mais ECAL par exemple en Suisse, ou le ENSP à Arles, ou St. Martin's ou the Royal College in London. En fait, vous avez les écoles qui sont très fortes. Et je pense que ça c'est primordial pour quelqu'un qui a envie d'avoir un peu de succès. Après, oui, c'est
c'est aussi, je suis assez intéressé aussi par le côté, pas autodidacte, mais l'enthousiasme personnel. Je pense que le plus grand problème pour un photographe aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de photographes. Il y a énormément de livres, il y a énormément de projets, et c'est difficile d'avoir une voix unique ou distincte dans ce contexte de surproduction et surdiffusion. J'ai remarqué l'autre jour que ça n'existe pas, il n'y a aucun équivalent de photobooks pour une sculpture ou un peintre. Donc, tu visites jamais un endroit avec 600 new books by painters. En fait, c'est parce que c'est pas dans leur métier. Mais là, à Paris, pendant Paris Photo, on a 4 fois des livres. Et chaque fois des livres, ils ont des files d'attente. Et chaque fois des livres, ils ont entre 50 et 100 tables. Et sur chaque table, ils ont une vingtaine ou une trentaine de livres. Si tu fais les calculs, c'est l'autre. C'est beaucoup de production. Et on ne peut pas dire qu'il y a les livres qui c'est pas nécessaire à être faits, parce que chacun a le droit de faire leur propre travail, mais on tue, et c'est un peu bizarre. Et je pense que le conseil, c'est pas un conseil, mais il faut juste être conscient de ça, et d'essayer d'avoir un point de vue différent. Mais c'est assez étonnant, cette volume, cette production. Oui, et les éditeurs, ils sont un peu boulimiques, quoi. Ils produisent beaucoup, et vous avez les photographes qui sont sollicités. I mean, it's strange, actually. It's quite strange. Ça, j'ai constaté ça récemment, que peut-être ça commence à être un peu un problème, parce que there's too much stuff, and it's really hard to see. En fait, c'est comme on dit en anglais, you can't see the wood for the trees. It's hard to find one really good photo book when you've just seen 500, or rapidement. Et c'est compliqué, mais moi, je suis très amateur des photos, j'achète beaucoup quand même. J'ai rentré de Paris Photo avec les immenses sacs des achats, et je suis pas contre, mais je pense que ça c'est compliqué pour un artiste ou un photographe de sortir de cette masse, quoi. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci, Simon, pour tous ces conseils. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!